Bienvenue sur la chaîne Livre Audio Français Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Eddie Casbrack réussit une prise. Eddie quitta le bus à l'angle de Kansas Street et de Cosses Lane. Cette dernière descendait sur 400 mètres avant de s'arrêter abruptement à la hauteur de la ravine qui donnait sur les friches. Il ignorait totalement pour quelle raison il avait choisi cet endroit pour quitter le bus. Cosses Lane ne signifiait rien de particulier pour lui, et il n'avait connu personne dans ce quartier. Il ne savait qu'une chose, c'était le bon endroit, et ça suffisait pour le moment. Beverly était descendu à l'un des arrêts de Lower Main, avec un petit salut de la main. Mike était allé en voiture à la bibliothèque. Le bus, un petit Mercedes un peu ridicule, s'éloignait, et il se demandait ce qu'il fabriquait ici, à ce coin de rue obscur d'une ville obscure, à 800 km de Myra, qui devait sans aucun doute se faire un sang d'encre à son sujet. Un brusque vertige le saisit, presque douloureux, et il se souvint, en portant sa main à la poche, qu'il avait laissé sa Dramamine à l'hôtel avec le reste de sa pharmacopée. Il avait cependant de l'aspirine sur lui. Il ne serait pas plus sorti sans aspirine que sans pantalon. Il en avala 2, à sec, et commença de remonter Kansas Street, avec la vague idée de gagner la bibliothèque ou Costello Avenue. Le temps commençait à s'éclaircir et il se dit qu'il pourrait même pousser jusqu'à West Broadway pour admirer les vieilles maisons victoriennes du seul quartier vraiment chic de Derry. Il y avait alors la maison des Bowie, celle des Mueller, avec ses tourelles, toutes deux voisines, ce qui explique peut-être l'amitié de Greta Bowie et Sally Mueller. En été, on apercevait toujours des meubles de jardin éparpillés sur la pelouse, un hamac tendu entre 2 arbres, un jeu de croquet installé en permanence. Eddie savait tout ça sans avoir été une seule fois invité à venir y jouer. En passant, du pas de quelqu'un qui a un but, il entendait le clac des balles, des rires, des réflexions. Un jour, il avait même aperçu Greta, un verre de limonade à la main, son maillet de croquet de l'autre, mince et jolie, comme dans un rêve, en dépit du coup de soleil qu'elle avait sur les épaules, ce qui avait paru être le comble du charme au petit garçon de 9 ans, courant après sa boule qu'un coup malheureux avait éloigné du parcours du jeu. Il était devenu un peu amoureux d'elle ce jour-là, ou du moins de la cascade de cheveux blonds qui retombait sur sa robe d'un bleu froid. Elle avait jeté un coup d'œil circulaire, et il avait cru pendant un instant qu'elle l'avait vu. Mais sans doute il n'en était rien, car lorsqu'il avait levé la main pour un timide salut, elle ne lui avait pas répondu et avait donné un grand coup dans sa balle pour la renvoyer sur le gazon, hors de sa vue, avant de partir en courant derrière. Il s'était éloigné, sans éprouver de déception. Il croyait sincèrement qu'elle ne l'avait pas vu, et sans lui en vouloir de ne jamais avoir été invité au parti de croquet du samedi après-midi. Pourquoi une fille aussi ravissante que Greta Bowie inviterait-elle un garçon comme lui? Il avait la poitrine étroite, de l'asthme, et l'air d'un rat à demi noyé. « Ouais, » pensa-t-il, remontant sans but Kansas Street. « J'aurais dû retourner sur West Broadway et jeter un coup d'œil sur ces maisons. Celle des Mueller, celle des Bowie, celle du Dr. Hale, le dépôt des Trackers. » Ses réflexions s'interrompirent brusquement à ce dernier nom, car, parler du loup, il se trouvait juste en face du dépôt de camions des frères Tracker. « Toujours debout !» s'exclama Eddie à voix haute. « Nom d'un chien !» La maison de Phil et Tony Tracker, célibataires impénitents, était certainement la plus charmante de la rue, d'un blanc immaculé, entouré d'un gazon et de ravissants massifs de fleurs qui rivalisaient de couleurs tout le printemps et tout l'été. L'allée, goudronnée de frais chaque automne, gardait en permanence l'éclat d'un miroir noir, et le vert des bardeaux du toit, aux pans multiples, était exactement du vert de la pelouse, si bien qu'il arrivait que des curieux s'arrêtent pour prendre des photos de la maison avec ses fenêtres à meneaux très anciennes et remarquables. « Ils doivent être un peu particuliers pour entretenir une maison de cette façon », avait remarqué d'un ton de mépris la mère d'Eddie, lequel n'avait pas osé demander d'explication. Le dépôt se situait de l'autre côté de l'avenue par rapport à la maison Tracker. C'était une construction basse, dont les briques, branlantes et vieilles, commençaient à s'effondrer par endroits et passaient d'un orange sale à un noir de suie, aux pieds.
Les fenêtres étaient uniformément encrassées, à l'exception du panneau du bas de celle du bureau, où avait été ménagé un rond propre. Il était l'œuvre des gosses, avant et après Eddie, et tenait au fait que le contremaître avait un calendrier Playboy au-dessus de son bureau. Aucun d'eux ne venait faire une partie de baseball improvisée sans s'arrêter devant cette fenêtre et nettoyer la vitre du gant pour admirer la pin-up du mois. Le dépôt était entouré sur 3 côtés d'un vaste terrain en gravier. Les grands semi-remorques, tous portant en grosses lettres la mention Tracker, Bros, Derry, Newton, Providence, Hartford, New York, y stationnaient parfois en désordre. Des fois, ils étaient bien rangés, d'autres fois, il n'y avait que des tracteurs ou au contraire des remorques, silencieuses sur leurs roues arrière et leurs béquilles avant. Les 2 frères garaient, dans la mesure du possible, leurs camions à l'arrière du bâtiment, car tous 2 étaient des fanatiques de baseball et aimaient beaucoup que les enfants viennent jouer sur leur terrain. Les garçons ne voyaient guère Phil Tracker, chauffeur lui-même, mais Tony, avec ses bras comme des jambons et une bedaine en proportion, qui s'occupait de la paperasserie et des comptes, leur était familier. Eddie aussi le connaissait, même si, bien entendu, il ne jouait jamais parce que sa mère l'aurait tué si elle avait appris qu'il risquait d'avaler de la poussière dans ses poumons délicats en courant, sans compter Dieu sait quoi d'autre. Souriant au souvenir de ce bon géant et de ses coups de gueule, « Allez, vas-y le rouquin! Plus vite, demi-portion! Regarde un peu ce que tu fais !» Eddie s'approcha un peu plus près. Son sourire s'évanouit. Le long bâtiment de briques, où les ordres avaient claqué, où on avait réparé les camions et entreposé temporairement des marchandises, était maintenant sombre et silencieux. Des herbes poussaient entre les graviers, et on ne voyait pas un camion en stationnement. Rien qu'une remorque qui rouillait de partout. Un panneau à vendre avait été placé à une fenêtre. La tristesse qui l'envahit surprit Eddie. C'était comme si quelqu'un était mort. Il était content maintenant de n'avoir pas poussé jusqu'à West Broadway. Si les frères Tracker avaient fait faillite, eux qui paraissaient éternels, qu'était-il advenu des autres? Il se rendit compte, mal à l'aise, qu'il préférait ne pas le savoir. Il ne voulait pas voir Greta Bowie avec des cheveux gris et la taille épaisse pour avoir trop paressé, trop mangé, trop bu. Il valait mieux, c'était plus prudent, rester dans l'ignorance. C'est ce que nous aurions tous dû faire. Rester au large. Nous n'avons rien à faire ici. Revenir à l'endroit où l'on a grandi, c'est comme faire l'un de ces absurdes exercices de yoga où l'on se met le gros orteil dans la bouche et où l'on s'avale soi-même, si bien qu'il ne reste bientôt plus rien. C'est impossible à réaliser. Ce dont toute personne saine d'esprit devrait se réjouir. Qu'a-t-il bien pu arriver à Tony et Phil Tracker, au fait? Crise cardiaque pour Tony, peut-être, avec les quelques 30 kilos de graisse en trop qu'il trimbalait sur sa carcasse. Il valait mieux faire attention à son cœur. Et Phil. Un accident de la route, probablement. Eddie savait ce qu'est la solitude du chauffeur de fond, avec pour seule distraction les feux rouges du véhicule qui vous précède. « Quelle merde le temps qui passe !» soupira Eddie, dans un murmure, sans se rendre compte qu'il avait parlé à voix haute. Se sentant à la fois attendri et malheureux, ce qui lui arrivait plus souvent qu'il ne le pensait, Eddie fit le tour du bâtiment, ses pompes Gucci crissant sur le gravier, pour aller revoir le terrain où les gosses jouaient au baseball, à une époque où, lui semblait-il, 90% de la population était composée d'enfants. Le terrain n'avait guère changé, mais il suffisait de le voir pour se rendre compte qu'on n'y jouait plus au baseball. La tradition ne s'était pas perpétuée pour d'obscures raisons. En 1958, ce n'étaient pas des lignes blanches de chaux qui délimitaient le périmètre de jeu, mais les sillons creusés par les pieds des coureurs. Il n'existait pas de vraie base pour ces garçons, tous plus vieux que ceux du club des ratés, bien que Stan, se souvenait Eddie, eût parfois joué avec eux. Il n'était pas très puissant à la batte, mais courait comme un lièvre et avait des réflexes d'un ange en défense. Mais Tony gardait 4 morceaux de toile à bâche crasseux que l'on disposait cérémonieusement avant une partie et que l'on rangeait tout aussi cérémonieusement ensuite, sous l'un des ponts de chargement, derrière le bâtiment de briques, quand le crépuscule mettait définitivement fin au jeu. Eddie ne voyait plus trace des sillons d'autrefois. Les mauvaises herbes avaient proliféré en îlots au milieu des graviers. Ici et là, des bouteilles brisées de soda et de bière lançaient leurs reflets. À l'époque,
Les débris de verre étaient religieusement enlevés. La seule chose qui demeurait était la barrière métallique servant à fermer le terrain, à l'arrière, haute de 4 mètres et aussi rouillée que du sang séché. Elle encadrait le ciel d'une multitude de pointes de diamants. C'était le terrain de jeu, songea Eddie, debout, les mains dans les poches, à l'endroit où se trouvait la plaque de but, 27 ans auparavant. Et au-delà de la barrière, ce sont les friches. La barrière, il l'appelait l'automatique. Il rit tout fort et regarda nerveusement autour de lui, comme si c'était un fantôme qui s'était esclaffé et non un type dans un costard à 3000 balles. Un type aussi solide que... Arrête ton char, Eds, sembla lui murmurer la voix de Richie. T'es rien moins que solide et au cours des dernières années, les ha-ha ont été de plus en plus rares et espacés, non? Ouais, admit Eddie, à voix basse, en donnant des coups de pied dans des cailloux qui allaient rouler plus loin. En vérité, il n'avait vu que par 2 fois la balle franchir la barrière pour aller se perdre dans les friches. Et les 2 fois, c'est le même garçon qui l'avait expédié, Huggins le roteur. Huggins, qui mesurait pratiquement 1,80 m à 12 ans, était d'une taille presque comique pour son âge, d'autant qu'il pesait bien 80 kilos. Il tenait son surnom de son talent pour lâcher des rôs retentissants et d'une longueur stupéfiante, croisement de cris de crapaud-buffle et de crissements de cigales dans ses meilleurs jours. Huggins était fort, sans être véritablement obèse, Eddie s'en souvenait maintenant, mais c'était comme si Dieu n'avait jamais eu l'intention qu'un gamin de 12 ans atteigne une telle taille. S'il n'était pas mort cet été-là, il aurait pu atteindre 2 mètres ou plus, et peut-être apprendre à manœuvrer ce corps démesuré dans un monde de demi-portions. Il aurait même pu, pensa Eddie, apprendre la douceur. Mais à 12 ans, à la fois maladroit et méchant, il avait l'air d'un retardé mental tant il était lourdeau. Il n'avait rien de la promptitude de Stanley. On aurait dit qu'il n'existait entre le cerveau de Huggins et son corps que des communications intermittentes, son corps existant dans son cosmos autonome de tonnerre au ralenti. Eddie se souvint du jour où une longue balle, peu rapide, était partie tout droit dans la direction du roteur, en défense. Il n'avait même pas bougé. Il était resté immobile et s'était contenté de lever sa main gantée d'un geste imprécis, et bang! La balle était venue le frapper à la tête au lieu de tomber dans le gant. Elle avait fait le même bruit que si elle avait rebondi sur le toit d'une voiture. Après une chandelle de 2 mètres, elle avait fini sa course dans le gant de Huggins. Un malheureux gamin avait eu le malheur de rire. Le roteur lui avait botté si fort les fesses que l'enfant était reparti chez lui en larmes, le fond du pantalon troué. Personne d'autre n'avait ri. Eddie supposait que, si Richie s'était trouvé présent, le roteur l'aurait probablement envoyé à l'hôpital. Huggins était également lent à se déplacer et facile à mettre hors jeu. Mais, quand il réussissait à prendre une balle, elle allait très, très loin. Les 2 qu'il avait expédiées par-dessus la barrière avaient été miraculeuses. On n'avait jamais retrouvé la première, alors qu'ils avaient été une bonne douzaine à fouiller la pente raide qui descendait dans les friches. Quant à la 2e, c'était Stringer Deadham, un élève de 5e qui avait lancé ce qu'il imaginait être un coup ralenti vicieux à Huggins. Mais les balles lentes étaient celles qui convenaient parfaitement au roteur. Il avait frappé celle-ci avec une telle vigueur que l'enveloppe, déjà un peu fatiguée, était retombée au sol à 1 mètre à peine de la 2e base, comme un gros papillon, tandis que la balle elle-même s'élançait dans une superbe lumière de crépuscule tout en s'effilochant, et que les enfants se tournaient pour suivre sa progression frappés d'admiration. Elle s'élevait encore quand elle avait franchi la barrière, et Eddie se rappela l'exclamation de Stringer Deadham, « Sainte merde !» lancée à voix retenue et stupéfaite, tandis qu'elle décrivait son arc suivi d'une chevelure de comète. Elle n'avait sans doute pas encore touché le sol que, déjà, une demi-douzaine de gamins grimpaient comme des singes à la barrière. Tony Tracker riait, l'air idiot, et avait crié « Celle-là serait sortie du Yankee Stadium, vous m'entendez? Celle-là serait sortie de ce putain de stade !» C'était Peter Gordon qui l'avait trouvé, non loin du ruisseau que le club des ratés allait barrer moins de 3 semaines plus tard. À vrai dire, il n'en restait plus grand-chose, sauf que, et c'était presque un miracle,
Le fil ne s'en était pas rompu. Sans se concerter, les garçons avaient ramené les restes de la balle à Tracker, qui les avait examinés sans dire un mot, entouré du groupe silencieux des enfants. De loin, on aurait pu voir dans le tableau de cet homme imposant, entouré de gosses, la célébration de quelque culte de vénération pour un saint objet. Huggins n'avait même pas pris la peine de faire le tour des bases en courant. Il était resté au milieu des autres, sans idée précise sur ce qu'il faisait. La pelote que Tony Tracker lui avait tendue était à peine plus grosse qu'une balle de golf. Perdu dans ses souvenirs, Eddie franchit le monticule du lanceur, qui n'avait jamais été un monticule, mais plutôt une dépression, le gravier en ayant été peu à peu chassé, et poursuivit sa promenade coupée d'arrêts. Frappé par le silence, il s'approcha enfin de la barrière qui, plus rouillée que jamais, était envahie par une plante grimpante très laide, mais tenait toujours debout. Regardant au travers, il vit la pente abrupte, envahie d'une végétation d'un vert agressif. Les friches ressemblaient plus que jamais à une jungle, et pour la première fois, il se demanda comment une étendue aussi verdoyante et luxuriante avait pu recevoir le nom de friche morte. Elle était tout ce que l'on voulait, mais sûrement pas une friche, et encore moins morte. Pourquoi pas les grands fourrés, ou la jungle? Les friches mortes. Un nom qui sonnait comme une menace, presque sinistre, qui évoquait non pas un fouillis de buissons et d'arbres tellement denses que les plantes luttaient à mort pour la lumière, mais plutôt des dunes de sable en constant déplacement, ou des étendues grises de terre latérisée. Mortes, c'est-à-dire stériles. Mike avait remarqué plus tôt qu'ils étaient tous stériles, et cela ne paraissait que trop vrai. 7 et pas un seul enfant. Même en ces temps de planning familial, voilà qui ne cadrait pas avec les statistiques. Il regarda par les ouvertures en forme de diamant, entendant, un ton plus bas que le grondement lointain des véhicules sur Kansas Street, les bruits d'éclaboussement et d'écoulement de l'eau en dessous. Il l'apercevait par endroits, qui scintillaient comme des éclats de verre sous le soleil printanier. La futaie de bambou se trouvait toujours au même endroit, d'une blancheur maladive, comme rongée de champignons au milieu de toute cette verdure. Au-delà, dans les étendues marécageuses qui longeaient la Kenduskeag, on racontait qu'il y avait des sables mouvants. J'ai passé les moments les plus heureux de mon enfance là, en bas, dans ce bourbier, pensa-t-il avec un frisson. Il était sur le point de faire demi-tour quand un détail accrocha son regard. Un cylindre de ciment, fermé d'un lourd couvercle d'acier. Les trous de Morlock, comme les appelait Ben, la bouche rieuse mais pas les yeux. Quand ils étaient gamins, il leur arrivait à la taille, et ils pouvaient lire dessus « Section des travaux publics de Derry » en lettres estampées en demi-cercle dans le métal. Et il en montait un bourdonnement, un bruit de machine qui avait l'air de venir de très loin. Les trous de Morlock. C'est là-dedans que nous sommes descendus, en août, à la fin. Nous sommes descendus dans l'un des trous de Morlock de Ben, dans les égouts. Mais au bout d'un moment, il ne s'agissait plus d'égouts, mais de... Quoi? Patrick Hockstetter y était, avant que ça l'emporte. Beverly l'a vu faire quelque chose de mal. Elle en riait, mais elle savait que c'était mal. Quelque chose qui avait à voir avec... Henry Bowers, non? Oui, avec Henry, et... Il se tourna brusquement et regarda vers le dépôt abandonné, ne voulant plus voir les friches car il n'aimait pas les pensées qui lui étaient venues à l'esprit. Il voulait être chez lui, avec Myra, mais pas ici. Surtout pas ici. Il... Attrape le môme! Il se tourna vers la voie et vit arriver une sorte de balle qui franchit la barrière et vint rebondir sur le gravier. Eddie tendit la main et l'attrapa, d'un geste réflexe d'une élégante spontanéité. Il regarda ce qu'il tenait et tout devint froid et sans force à l'intérieur de lui. Une ancienne balle de baseball. Ce n'était plus qu'une boule entourée de ficelles car l'enveloppe avait disparu. Il revit la queue de la comète franchissant la barrière de métal avant de disparaître dans les friches. « Oh Seigneur !» pensa-t-il. « Oh Seigneur, ça est ici, avec moi, maintenant. Viens donc jouer en bas !»
Eddie !» fit la voix de l'autre côté de la barrière. Et Eddie se rendit compte, horrifié à s'évanouir, que c'était celle de Huggins le roteur, qui avait été assassiné dans les boyaux de Derry en août 1958. Et c'était ce même Huggins qui montait péniblement la pente des friches de l'autre côté de la barrière. Il portait l'uniforme des Yankees, l'équipe de baseball de New York, un uniforme taché de vert auquel s'accrochaient des débris de feuillage. C'était le roteur, mais aussi le lépreux, une créature hideuse sortie de son tombeau humide après des années. La chair de son lourd visage pendait en lambeaux putréfiés. Une de ses orbites était vide, des choses grouillaient dans sa chevelure. Il tenait à la main un gant de baseball couvert de mousse. Il passa les doigts pourrissants de son autre main à travers les trous de la grille de métal. Et quand il les replia, Eddie entendit un ignoble bruit de liquide qui giclait, le rendant presque fou. « Celle-là serait sortie du Yankee Stadium ?» fit Huggins avec un sourire. Un crapaud d'un blanc maladif tomba de sa bouche en se tortillant puis rampa sur le sol. « Vous m'entendez ? Celle-là serait sortie de ce putain de stade. Et au fait, Eddie, t'as pas envie d'un petit pompier ? Je te le fais pour 10 sous. Bon Dieu, je te le fais pour rien. » Le visage du roteur se transforma. Le nez bulbeux et gélatineux s'effondra, révélant les 2 conduits sanguinolents qu'Eddie avait vus dans ses rêves. Ses cheveux s'épaissirent et reculèrent sur ses tempes, prenant une couleur de toile d'araignée. La peau en putréfaction de son front éclata, révélant la blancheur de l'os, couverte d'une membrane muqueuse, comme le vert trouble d'une lampe torche. Le roteur avait disparu, et il avait maintenant en face de lui la chose du porche du 29, Neibolt Street. « Bobby te taille une pipe pour 10 sous !» roucoula la chose, en entreprenant l'escalade de la barrière. De petits fragments de chair restaient pris dans l'entrecroisement en tête de diamant des fils de fer. La barrière s'agita et grinça sous son poids. Lorsqu'il touchait les plantes grimpantes, celles-ci devenaient noires. « Il te le fait n'importe quand. 15 sous si ça dure trop longtemps. » Eddie essaya de hurler. C'est à peine si un petit piaulement sec sortit de sa gorge. Ses poumons lui donnaient l'impression d'être le plus vieil accordéon du monde. Il regarda la balle qu'il tenait encore à la main, et soudain, du sang commença à jaillir de l'enroulement de ficelle. Il coula sur le sol et éclaboussa ses chaussures. Il jeta la balle et fit 2 pas chancelants en arrière, les yeux exorbités, se frottant la main sur sa chemise. Le lépreux venait d'atteindre le haut de la barrière. La silhouette oscillante de sa tête se découpait contre le ciel, forme cauchemardesque, comme une citrouille congestionnée de Halloween. Sa langue pendait hors de sa bouche de plus d'1 mètre et rampait le long du grillage comme un serpent. Puis, d'un seul coup, plus rien. Il ne disparut pas progressivement, comme un fantôme dans un film, mais en un clin d'œil. Eddie entendit cependant un son qui confirma sa solidité fondamentale. Un pop, comme un bouchon de champagne, le bruit de l'air qui venait remplir l'espace qu'avait occupé le lépreux. Il se retourna et se mit à courir, mais à peine avait-il parcouru 3 ou 4 mètres que 3 formes raides s'envolaient de l'ombre en dessous du pont de chargement du dépôt abandonné. Il crut tout d'abord avoir affaire à des chauves-souris et cria en se protégeant la tête. Puis il s'aperçut qu'il s'agissait de morceaux de bâche, ceux-là même qui avaient servi de base quand les grands jouaient au baseball. Ils voltèrent et tourbillonnèrent dans l'air calme. Il dut en esquiver un, puis les 4 morceaux allèrent se poser, tous ensemble, à leur place habituelle, en soulevant de petits nuages de poussière. Première, deuxième, troisième base. Haletant, la respiration de plus en plus courte, Eddie franchit la plaque de but en courant, les lèvres crispées, le visage aussi blanc que du fromage frais. Couac! Bruit d'une batte frappant une balle fantôme. Et alors? Eddie s'arrêta, les jambes paralysées, et un gémissement franchit ses lèvres. Le sol se renflait en ligne droite, entre la plaque de but et la première base, comme si un rongeur géant avait creusé un tunnel à toute vitesse, juste sous la surface du sol. Du gravier roulait des 2 côtés. La forme souterraine atteignit la première base, et le morceau de bâche vola en l'air, si brusquement qu'il émit un claquement, rappelant celui que produit un petit cireur de bottes qui tend joyeusement son chiffon.
Le sol commença à se soulever, entre la première et la deuxième base, de plus en plus vite. Le second morceau de bâche claqua, en bondissant en l'air comme le premier, et à peine était-il retombé au sol, que la forme franchissait la troisième base et fonçait sur la plaque de but. Celle-ci s'envola comme les autres, mais elle était encore en l'air, lorsque la chose surgit du sol comme un diable de sa boîte, version sinistre. C'était Tony Tracker, le visage réduit à l'état de squelette, auquel s'accrochaient encore des lambeaux de chair noircie, sa chemise blanche n'étant qu'un magma en charpie de fils pourrissants. Il sortit de terre jusqu'à la taille et resta ainsi, oscillant comme un lombric grotesque. « Tu peux t'envoyer autant de giclées de ton bidule que tu veux, souffle court, » lança Tony, d'une voix qui broyait du sable. Il arborait un sourire démentiellement amical. « Peu importe. On t'aura, toi et tes amis, ça va être votre fête. » Eddie hurla et s'éloigna en trébuchant. Une main se posa sur son épaule, il s'en écarta, la main serra plus fort, pendant un instant, puis le lâcha. Il se tourna. C'était Greta Bowie, morte, la moitié de son visage avait disparu. Des asticots grouillaient dans les cavités où restait de la chair. Elle tenait un ballon vert à la main. « Accident de voiture !» déclara la moitié reconnaissable de sa bouche, qui sourit. Ce sourire déclencha un bruit d'arrachement indescriptible, et Eddie vit les tendons bouger comme d'affreux liens. « J'avais 18 ans, Eddie. J'étais saoul, complètement pété. Tes amis sont ici, Eddie. » Eddie recula, main tendue devant lui. Elle avança dans sa direction. De longues traînées de sang séché collaient à ses jambes. Elle portait des tennis. C'est alors que derrière elle, il aperçut l'ultime horreur. Patrick Hockstetter s'avançait à son tour vers lui, d'au-delà du périmètre de jeu, habillé également de l'uniforme des Yankees de New York. Eddie courut. Greta le saisit par sa chemise, qu'elle déchira en laissant couler sur lui un liquide innommable. Tony Tracker se dégageait de son terrier calibré pour homme. Patrick Hockstetter trébuchait et zigzaguait. Eddie courut, sans savoir où il trouvait l'air pour respirer, mais il courut. Et pendant sa course, il vit des mots flotter devant lui, les mots qu'il avait vus sur le ballon vert que Greta Bowie tenait. Les remèdes contre l'asthme donnent le cancer du poumon, avec les compliments de la pharmacie centrale. Eddie courut, courut jusqu'à ce qu'il s'effondre, à demi-mort, près de McCarran Park. Les enfants qui le virent s'écartèrent de lui, car ils le prirent pour un ivrogne qui aurait bien pu avoir quelque maladie bizarre, et ils le soupçonnèrent même d'être le tueur. Ils parlèrent d'aller le signaler à la police, mais, en fin de compte, n'en firent rien. Bev Rogan rend une visite. L'air absent, Beverly quitta le Dairytown House, où elle était allée se changer, adoptant un jean et une blouse d'un jaune éclatant, et s'engagea sur Main Street. Elle ne songeait pas à sa destination. Au lieu de cela, un poème chantait dans sa tête. Feu d'hiver, braise de janvier, ta chevelure, ici brûle aussi mon cœur. Elle l'avait caché au fond de son dernier tiroir, en dessous de ses sous-vêtements. Sa mère aurait pu l'y voir, mais ça ne faisait rien. L'important était que son père ne regardait jamais dans ce tiroir. Si jamais il l'avait découvert, il lui aurait lancé ce regard brillant, presque amical, et totalement paralysant qui lui était particulier, et lui aurait demandé sur un ton presque gentil, « N'as-tu pas fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire, Beverly? Quelque chose avec des garçons ?» Qu'elle eût répondu oui ou non, elle aurait eu droit à un rapide aller-retour, si rapide et si sec qu'il ne lui aurait pas fait mal sur le coup. Il fallait quelques secondes avant que ne se dissipe le vide et que la douleur ne vienne remplir l'endroit où il y avait eu ce vide. Et sa voix, toujours presque amicale, se serait de nouveau élevée. « Je m'inquiète beaucoup pour toi, Beverly, vraiment beaucoup. Tu n'es plus un bébé, est-ce que tu comprends ça ?» Son père vivait peut-être encore à Derry. Il s'y trouvait toujours la dernière fois qu'elle avait eu des nouvelles de lui, mais ça datait de combien d'années en fait? 10 ans? Bien avant son mariage avec Tom de toute façon. Elle avait reçu une carte postale de lui,
Non pas une toute simple comme celle sur laquelle avait été écrit le poème, mais une qui montrait l'abominable monument de plastique dédié à Paul Bunyan, situé en face du centre communautaire. On avait érigé cette statue au cours des années 50 et elle faisait partie des hauts lieux de son enfance. Mais la carte de son père n'avait évoqué aucun souvenir, provoqué aucune nostalgie. Elle aurait tout aussi bien pu représenter le Golden Gate à San Francisco. « J'espère que tu vas bien et que tu t'en sors », disait la carte. « J'espère que tu m'enverras quelque chose si tu peux, car je ne suis pas bien riche. Je t'aime, Bévy. Papa. » Il l'avait aimée, et elle se doutait que ce n'était pas sans rapport avec la manière dont elle était tombée désespérément amoureuse de Bill Denbrough au cours de ce long été 1958. De tous les garçons, Bill était celui de qui émanait le plus cette autorité qu'elle associait à son père, mais c'était une forme différente d'autorité, une autorité qui écoutait. Mais peu importe les raisons. À la fin de leur première rencontre comme groupe au grand complet, en juillet de cette année-là, rencontre au cours de laquelle Bill avait si naturellement pris leur tête, elle était tombée follement amoureuse de lui. En parler comme d'une passion d'écolière serait comme dire d'une Rolls-Royce que c'est un véhicule à 4 roues. Elle ne se mettait pas à pouffer hystériquement et à rougir quand elle le voyait. Elle n'écrivait pas son nom à la craie sur les arbres ou sous le pont des baisers. Elle vivait simplement en permanence avec son image dans son cœur. Une présence à la fois délicieuse et douloureuse en elle. Elle serait morte pour lui. Il était assez naturel qu'elle eût désiré croire que Bill était l'auteur du poème, sans pouvoir jamais, cependant, s'en convaincre totalement. Non, elle avait toujours su qui l'avait écrit. Et plus tard, Ben ne l'avait-il pas plus ou moins admis? Oui, il le lui avait avoué, même si pour le moment, elle était absolument incapable de se souvenir en quelles circonstances, alors qu'il avait caché son amour pour elle presque aussi bien qu'elle avait dissimulé le sien pour Bill. Mais tu lui as dit, Bévy, tu lui as dit que tu l'aimais. Et pourtant cet amour était évident pour un observateur attentif et bienveillant, à la manière dont Ben conservait toujours un certain espace entre eux, à celle dont sa respiration changeait quand elle lui touchait la main ou le bras, à celle dont il s'habillait quand il savait qu'il allait la voir. Cher Ben, si tendre et si gras. Cette délicate situation triangulaire préadolescente s'était finalement dénouée. Mais comment? Cela ne lui revenait toujours pas. Il lui semblait que Ben avait avoué être l'auteur du petit poème d'amour. Il lui semblait qu'elle avait avoué à Bill qu'elle l'aimait et qu'elle l'aimerait toujours et que, d'une certaine manière, ces deux aveux avaient contribué à leur sauver la vie à tous. En était-elle sûre? Elle ne savait plus. Ses souvenirs, ou plutôt ses souvenirs de souvenirs, étaient comme des îles, qui ne sont pas réellement des îles, mais seulement les parties saillantes d'une longue dorsale corallienne que le hasard fait dépasser des eaux, mais sans continuité. Néanmoins, à chaque fois qu'elle tentait de plonger plus profondément pour voir le reste, une image démentielle venait s'interposer. Celle des ménates qui, tous les printemps, en Nouvelle-Angleterre, encombraient les fils du téléphone, les arbres et les toits, en se bagarrant pour les meilleurs emplacements, et emplissaient l'air encore vif de mars de leur babil de crécelle. Cette image lui revenait sans cesse, comme un puissant brouillage radio occulte le signal que l'on souhaite capter. Ce fut un choc pour elle, de se rendre compte qu'elle se trouvait juste à la hauteur de la laverie automatique Clean Clothes, là où, avec Stan, Ben et Eddie, elle était venue laver les chiffons, à la fin juin, ces chiffons tachés d'un sang que seul pouvait voir. Les vitres avaient été passées au blanc d'Espagne, et un panneau « À vendre » était accroché à la porte. Dans les intervalles des coups de pinceau, elle aperçut une salle vide, avec des rectangles plus clairs sur le sol sale, ceux des emplacements des machines. « Je rentre à la maison », pensa-t-elle, lugubre. Mais elle poursuivit son chemin. Le quartier n'avait guère changé, il manquait quelques arbres, sans doute des ormes, atteints par la maladie. Les maisons avaient l'air un peu plus miteux. Il lui semblait que les carreaux cassés étaient légèrement plus nombreux que lorsqu'elle était petite. On avait remplacé certains avec du carton, d'autres non.
et voici qu'elle se trouvait devant l'immeuble de rapport du 127 Lower Main Street. Toujours debout. Le blanc écaillé dont elle se souvenait s'était transformé en un brun chocolat tout aussi écaillé au cours des années, mais c'était bien lui. Elle reconnut la fenêtre de sa chambre, celle de la cuisine. « Jimmy, sale gosse, ne reste pas dans la rue, tu veux donc te faire écraser ?» Elle frissonna, croisa les bras sur la poitrine en se tenant les coudes. « Si ça se trouve, papa habite encore ici. »« Oui, c'est fort possible. Il ne déménagerait que contraint et forcé. Il suffit d'aller jusque dans l'entrée Beverly et de regarder les boîtes aux lettres. 3 boîtes pour 3 appartements, comme autrefois. Et s'il y en a une avec March écrit dessus, tu peux sonner et tu entendras bientôt un pas traînant, chaussé de pantoufles dans le couloir. La porte s'ouvrira et tu pourras le voir. L'homme dont le sperme t'a donné tes cheveux roux et auquel tu dois d'être gauchère et bonne en dessin. Tu te souviens comme il dessinait? Il faisait ce qu'il voulait. Trop de choses l'inquiétaient, j'imagine. Mais lorsqu'il s'y mettait, tu restais assise des heures à le regarder te dessiner des chats, des chiens, des chevaux et des vaches, avec les meuh qui sortaient de leurs mufles dans des ballons. Tu riais, et il riait, et te disait « À toi, Bévy, maintenant ». Et quand tu tenais le crayon, il te guidait la main, et tu voyais apparaître le chat, la vache ou l'homme qui souriait sous tes doigts, tout en sentant l'odeur de son eau de toilette ménène et la chaleur de sa peau. Vas-y, Beverly, appuie sur la sonnette, il viendra, il sera vieux, le visage creusé de rides profondes, et ses dents, celles qui lui restent, seront jaunes. Il te regardera et il dira « Mais c'est Bévy. Bévy qui est venue à la maison voir son vieux papa. Entre donc, Bévy, je suis si content de te voir, si content parce que je m'inquiète beaucoup pour toi, Bévy. Vraiment, beaucoup. » Elle remonta lentement l'allée, et les herbes qui poussaient dans les craquelures du béton vinrent effleurer son jean. Elle observa attentivement les fenêtres du premier, mais elles étaient fermées de rideaux. Elle regarda les boîtes aux lettres. 3e, Starkweather. 2e, Berkey. 1er, sa respiration s'arrêta. March. Non, je ne vais pas aller sonner. Je ne veux pas le voir. Je ne sonnerai pas. Voilà qui était enfin une décision courageuse, une décision qui ouvrait les portes à toute une vie de décisions courageuses, intelligentes, utiles. Elle allait redescendre l'allée, retourner en ville, au Derrytown House, son hôtel, faire ses bagages, prendre un taxi, un avion, dire à Tom d'aller se faire foutre, réussir sa vie, mourir heureuse. Elle sonna. Elle entendit le tintement familier arriver de la salle de séjour, un tintement qui lui avait toujours paru avoir quelque chose de chinois. Ching-chong. Pas de réponse. Silence. Elle se mit à déplacer son poids d'un pied sur l'autre, prise soudain d'une envie de faire pipi. Personne à la maison. Je peux partir maintenant, pensa-t-elle soulagée. Mais au lieu de cela, elle sonna de nouveau. Ching-chong. Toujours pas de réponse. Elle pensa au délicieux petit poème de Ben et essaya de se souvenir où et quand exactement il en avait reconnu la paternité, et de comprendre pourquoi, pendant un bref instant, l'événement évoqua aussi ses premières règles. Les aurait-elle eues à 11 ans? Sûrement pas. Et pourtant, les premiers signes de croissance, douloureux, de ses seins s'étaient manifestés durant l'hiver. Pourquoi? Puis ce fut l'écran de milliers de ménates sur les toits et les lignes téléphoniques, caquetant sous un ciel blanc de printemps. Je vais partir maintenant. J'ai sonné 2 fois, ça suffit. Mais elle sonna de nouveau. Ching-chong. Elle entendit alors quelqu'un approcher, et le bruit était exactement celui qu'elle avait imaginé, le chuintement fatigué de vieilles pantoufles. Elle jeta des regards affolés autour d'elle et fut sur le point de prendre ses jambes à son cou. Aurait-elle le temps de courir jusqu'au coin de la rue en laissant croire à son père que c'étaient des gamins qui lui avaient joué un tour? Elle poussa un soupir bref et forcé et dut se contracter pour retenir ce qui était un rire de soulagement. Ce n'était pas du tout son père.
La porte venait de s'ouvrir sur une femme de grande taille de près de 80 ans. Elle avait les cheveux longs, blancs pour la plupart, mais encore rehaussés de fils de l'or le plus pur. Derrière des verres sans monture, la regardaient 2 yeux bleus comme l'eau des fjords sur lesquels ses ancêtres avaient peut-être navigué. Elle portait une robe mauve, en soie moirée, élimée mais de bonne coupe. On lisait la bonté sur son visage ridé. « Oui, mademoiselle ?»« Je suis désolée, » dit Beverly, dont l'envie de rire était passée aussi vite qu'elle était venue. Elle remarqua que la vieille femme portait au cou un camée très certainement en ivoire et entouré d'un liseré d'or si fin qu'il était presque invisible. « J'ai dû me tromper de porte. » Ou me tromper exprès de porte, lui murmura son esprit. Je voulais sonner chez les March. Les March? Son front se rida délicatement. Oui, voyez-vous, il n'y a pas de March ici. Mais, à moins que... Vous ne voulez pas parler d'Alvin March, n'est-ce pas? Si, dit Beverly, mon père. La vieille femme porta la main à son camée. Elle regarda Beverly plus attentivement, la faisant se sentir ridiculement jeune, comme si elle avait été une Girl Scout venue vendre ses biscuits ou des autocollants de l'équipe de football de Derry. Puis la vieille femme sourit, mais d'un sourire plein de tristesse. « Quel malheur que vous ayez perdu contact, mademoiselle. Je suis désolée d'avoir à vous l'apprendre, moi qui ne suis qu'une étrangère, mais votre père est mort depuis 5 ans. » Mais sur la sonnette? Elle regarda de nouveau et émit un petit bruit affolé, qui n'avait rien d'un rire. Dans son agitation et dans sa certitude inconsciente, mais inébranlable, que son père serait encore là, elle avait lu March au lieu de Kirch. « Vous êtes Mrs. Kirch ?» demanda-t-elle, étourdie par ce qu'elle venait d'apprendre de son père, mais aussi parce qu'elle se sentait stupide de s'être trompée. La dame allait la prendre pour une analphabète. « Oui, Mrs. Kirch. Avez-vous connu mon père? » « Oh, presque pas. Nous nous sommes croisés de temps en temps, puis il est allé habiter sur Rowald Lane. Vous connaissez? »« Oui, » répondit Beverly, qui ne s'était pas sentie depuis bien longtemps agitée d'émotions aussi contradictoires. Rowald Lane donnait un peu plus bas sur Lower Main Street, et les appartements y étaient encore plus petits et désespérément minables. Il m'arrivait aussi de le voir au marché de Costello Avenue, reprit Mrs. Kirch, ainsi qu'à la laverie avant sa fermeture. On échangeait quelques mots de temps en temps. Vous êtes bien pâle, ma fille. Je suis désolée. Entrez donc, et permettez-moi de vous offrir le thé. Non, je ne pourrai pas, répondit faiblement Beverly. Mais en réalité, elle se sentait pâle, comme ces vitres opaques à travers lesquelles on devine quelque chose. Elle pouvait accepter une tasse de thé et une chaise où s'asseoir. « Mais si, vous le pouvez, et vous le ferez, » dit chaleureusement Mrs. Kirch. « C'est le moins que je puisse faire après vous avoir appris une si terrible nouvelle. » Avant d'avoir pu protester, Beverly se retrouva à l'intérieur de son ancien appartement au couloir sombre, qui lui paraissait maintenant beaucoup plus petit, mais plus sûr. Plus sûr, se dit-elle, parce que tout y était différent. À la place de la table en formica rose entourée de ses 3 chaises, il y en avait une autre en bois, ronde, à peine plus grande qu'un guéridon, avec un vase contenant des fleurs en tissu. Au lieu du vieux réfrigérateur Kelvinator, un frigidaire couleur bronze. La cuisinière était petite, mais avait l'air efficace. Des rideaux d'un bleu éclatant pendaient aux fenêtres, à l'extérieur desquels étaient accrochés des bacs à fleurs. On avait enlevé le vieux linoléum qui recouvrait le sol, laissant le plancher à nu. Ciré régulièrement, il luisait dans des nuances délicates. Mrs. Kirch se retourna après avoir posé une bouilloire sur la cuisinière. « Vous avez grandi ici? » « Oui, mais c'est bien différent maintenant. Si propre, si charmant, merveilleux. »« Vous êtes trop gentille, » répondit Mrs. Kirch. Son sourire la rajeunissait, il rayonnait. « J'ai un peu d'argent, voyez-vous, pas beaucoup, mais ma retraite me suffit largement. J'ai passé ma jeunesse en Suède. Je suis venu dans ce pays en 1920,
alors que j'avais 14 ans, et pas un sou, ce qui est la meilleure façon de connaître la valeur de l'argent, n'est-ce pas? En effet, j'ai travaillé à l'hôpital pendant de nombreuses années, à partir de 1925 en fait. Je suis monté en grade et j'ai obtenu le poste de surveillance en chef. J'avais toutes les clés. Mon mari investissait notre argent très judicieusement. Regardez autour de vous, mademoiselle, pendant que l'eau bout. Je ne peux pas me permettre, je vous en prie. Sinon je vais me sentir coupable. Regardez si vous en avez envie. Elle regarda donc. La chambre de ses parents était maintenant celle de Mrs. Kirch, et les différences étaient radicales. La pièce paraissait plus claire, plus aérée. Une grosse commode en cèdre, portant les initiales R.G., répandait son arôme délicat dans l'air. Un gigantesque couvre-pied à motifs recouvrait le lit. On y voyait une femme tirant de l'eau, des enfants gardant du bétail, des hommes soulevant des meules de foin. Un couvre-pied merveilleux. Sa chambre était devenue une lingerie. Une machine à coudre Singer trônait sur une table aux pieds en fer forgé, éclairée par 2 puissantes lampes. Sur l'un des murs, une représentation de Jésus, sur l'autre, une photo de Kennedy au-dessus d'une ravissante vitrine contenant non point des bibelots, mais des livres, ce qui ne la déparait absolument pas. Elle termina par la salle de bain. Elle avait été repeinte en un rose délicat dont la tonalité agréable n'avait rien de criard. Tous les éléments étaient neufs, et en dépit du vieux cauchemar qui lui revenait, elle s'approcha du lavabo. Elle voulait regarder dans l'œil noir et sans paupières de l'écoulement. Le murmure allait recommencer, et alors le sang... Elle se pencha sur le lavabo, après avoir brièvement aperçu le reflet de son visage pâle et de ses yeux sombres dans la glace, et se mit à fixer cet œil dans l'attente des voix, des grognements, du sang. Combien de temps aurait-elle pu rester ainsi inclinée? Elle n'en saurait jamais rien car c'est la voix de Mrs. Kirch qui la tira de sa contemplation. « Le thé, mademoiselle !» Elle sursauta. Son état de semi-hypnose se dissipa et elle quitta la salle de bain. Si quelque magie ténébreuse s'était cachée dans ce siphon, il avait maintenant disparu, ou bien était en sommeil. « Oh, vous n'auriez pas dû... » Mrs. Kirch leva les yeux sur elle avec un grand sourire. « Si vous saviez combien je reçois rarement de visites, mademoiselle, vous ne diriez pas ça. Figurez-vous que j'en fais plus encore pour le releveur d'Hydro-Bangor quand il vient. Je le fais engraisser. » Un délicat service de porcelaine était disposé sur la table, d'un blanc éclatant avec une bordure bleue. Il y avait une assiette de petits gâteaux et de biscuits. À côté, de la vapeur au parfum suave montait paresseusement d'une théière. « Asseyez-vous, mademoiselle, asseyez-vous, je vais vous servir. »« Je ne suis pas une demoiselle, » fit Beverly en soulevant la main gauche afin de montrer son anneau. Mrs. Kirch eut un geste désinvolte de la main. « Oh, pour moi, toutes les jolies jeunes femmes sont des demoiselles, » dit-elle. « Simple habitude, ne vous formalisez pas. »« Non, bien sûr, » répondit Beverly. Mais, sans savoir clairement pourquoi, elle éprouva une petite pointe de gêne. Le sourire de la vieille dame avait eu quelque chose de... De quoi? De désagréable? De faux? De rusé? Mais c'était ridicule, n'est-ce pas? « J'aime beaucoup la façon dont vous avez arrangé l'appartement. »« Vraiment ?» dit Mrs. Kirch en versant le thé. Le breuvage paraissait sombre, bourbeux. Beverly n'était pas sûre d'avoir envie de le boire. Et soudain, elle se sentit prise du désir de ne plus être ici. « Il y avait bien écrit March sous la sonnette, » lui murmura soudain son esprit, et elle eut peur. Mrs. Kirch lui tendit la tasse. « Merci, » dit Beverly. Le thé avait peut-être l'air peu engageant, mais il dégageait un arôme merveilleux. Elle le goûta. « Excellent. »« Arrête d'avoir peur de ton ombre, » se dit-elle. « Cette commode en particulier est un petit chef-d'œuvre, » reprit-elle. « Une antiquité, celle-là, » répondit la vieille dame en riant. Beverly remarqua que sa beauté était entachée d'un défaut, assez courant ici dans le Nord,
Elle avait les dents en mauvais état, solides mais abîmées. Elles étaient jaunâtres, et les deux de devant se chevauchaient. Les canines paraissaient très longues, de vraies défenses. Elles étaient blanches. Quand elle a ouvert la porte, elle a souri, et je me suis fait la réflexion qu'elles étaient très blanches. Brusquement, sa légère appréhension laissa la place à de la vraie peur. Brusquement, elle voulut être à 1000 lieues de cet appartement. « Elle est très vieille. Oh oui !» s'exclama Mrs. Kirch, qui avala sa tasse de thé d'un seul coup avec un bruit choquant de déglutition. Elle sourit à Beverly, ou plutôt lui grimaça un sourire. Les yeux de la femme venaient également de changer. La cornée en était maintenant jaune, vieillie et marquée de points rouges troubles. Ses cheveux, plus clairsemés, paraissaient maladifs et n'étaient plus ces fils d'argent brodés d'or, mais avaient une nuance grise triste. « Très vieille », marmonna Mrs. Kirch, au-dessus de sa tasse vide, avec un regard matois de ses yeux jaunes. Son sourire repoussant, presque paillard, exhiba ses dents saillantes. « Il est venu avec moi de la maison. Vous avez remarqué les lettres gravées R.G. »« Oui. » Sa voix venait de très loin, et une partie de son cerveau lui criait « Si elle ne sait pas que tu as remarqué le changement, peut-être que tu ne risques encore rien. Si elle ne le sait pas, si elle ne le voit pas. »« Mon père !» dit la femme avec un accent germanique. Beverly se rendit compte que sa robe avait également changé. Elle était devenue d'un noir curieux, décoloré par endroits. Le camé s'était transformé en crâne à la mâchoire pendante. Il s'appelait Robert Gray, mieux connu sous celui de Bob Gray, et encore plus sous celui de Gripsou, le clown dansant. Ce n'était d'ailleurs pas son nom, mais il aimait la plaisanterie, mon père. Elle rit de nouveau. Certaines de ses dents étaient devenues aussi noires que sa robe. Les rides de sa peau s'étaient creusées profondément. Sa peau laiteuse et rose avait pris une teinte d'un jaune maladif. Ses doigts étaient des griffes. Elle grimaça un sourire. « Mangez donc quelque chose, cher enfant !» Sa voix avait grimpé d'une octave, mais s'était éraillée et produisait des grincements d'une porte de crypte s'agitant absurdement sur des gonds pleins de sable noir. « Non merci !» s'entendit dire Beverly d'une voix aiguë d'enfant trahissant son envie de fuir. Les mots paraissaient provenir non pas de son cerveau, mais de sa seule bouche. Elle ne savait pas les avoir prononcés qu'après les avoir entendus. « Non ?» demanda la sorcière, avec un autre sourire grimace. Ses griffes s'abattirent sur l'assiette, et elle commença à enfourner des biscuits secs et les délicates tranches de gâteau à pleine poignée. Ses dents plongeaient et reculaient, Horrible. Noirs et crasseux, ses ongles s'enfonçaient dans les douceurs. Des miettes dévalaient son menton osseux en galoche. Son haleine avait l'odeur de choses mortes depuis longtemps, que les gaz qu'elles engendrent viennent de faire éclater. Son rire était maintenant un caquet lugubre. Ses cheveux s'étaient encore éclaircis. Par endroits, on voyait la peau de son crâne. « Oh, il aimait la plaisanterie, mon père. Voici une plaisanterie, mademoiselle, si vous les aimez. Mon père m'a porté plus que ma mère. Il m'a chié par le trou du cul. Il faut que je parte, s'entendit dire Beverly, toujours du même filet de voix aiguë, celle d'une petite fille devenue affreusement embarrassée lors de sa première surprise partie. Elle n'avait plus de force dans les jambes. Elle avait très vaguement conscience que ce n'était plus du thé qu'elle avait dans sa tasse, mais de la merde liquide, le cadeau de surboom des égouts en dessous de la ville. Elle en avait bu, rien qu'une gorgée. Oh mon Dieu, tout Jésus, je t'en prie. La vieille femme se ratatinait sous ses yeux, se réduisait à une espèce de débris surmonté d'une tête de poupée rabougrie comme une pomme, assise en face d'elle, qui poussait des glapissements suraigus en se balançant d'avant en arrière. « Oh, mon père et moi ne faisons qu'un. Rien que moi, rien que lui. Et si vous étiez avisée, ma chère, vous partiriez en courant et retourneriez d'où vous venez, et vite, car rester serait pire que la mort. Personne de ceux qui meurent à Derry ne meurt vraiment.
Vous saviez cela auparavant? Croyez-le maintenant. » D'un mouvement lent, Beverly ramena ses jambes sous elle. Comme si elle avait été à l'extérieur d'elle-même, elle se vit se remettre sur ses pieds et reculer de la table et de la sorcière, dans une angoisse mortelle, faite d'horreur et d'incrédulité. D'incrédulité parce qu'elle venait juste de se rendre compte que la jolie petite table de la salle à manger n'était pas en chêne sombre, mais en une sorte de mousse au chocolat. Et tandis qu'elle regardait autour d'elle, la sorcière, toujours glapissant de rire, ses yeux jaunes à l'expression rusée tournés vers un coin de la pièce, en rompit un morceau qu'elle fourra dans le piège à rat bordé de noir qu'était sa bouche. Les tasses étaient en écorce blanche, le bord bleu en sucre glace teinté. Les images de Jésus et de John Kennedy étaient des œuvres tissées avec du sucre filé, presque transparente, et elle vit Jésus tirer la langue et Kennedy lui adresser un clin d'œil salace. « Tous nous t'attendons !» croissa la vieille sorcière, dont les ongles s'enfoncèrent dans le dessus de la table, où ils laissèrent de profonds sillons. « Oh oui, oh oui !» Les globes de la suspension étaient en sucre candi, les lambris en pâte à caramel. Elle baissa les yeux et vit que ses chaussures laissaient des empreintes sur le plancher, fait non pas de planches, mais de tranches de chocolat. L'odeur de sucré était étouffante. « Oh Seigneur, c'est Hansel et Gretel, c'est la sorcière, celle qui m'a toujours fait le plus peur parce qu'elle mangeait les enfants. »« Toi et tes amis !» s'égosilla la sorcière toujours riant. « Toi et tes amis, dans la cage, tant que le four est chaud !» Elle hurla de rire, et Beverly se précipita vers la porte, mais d'un mouvement ralenti, comme dans un rêve. Le rire de la sorcière claquait des ailes autour de sa tête, tel un nuage de chauves-souris. À son tour, Beverly hurla. L'entrée empestait le sucre, le nougat, le caramel et un écœurant parfum de fraises synthétiques. Le bouton de porte, en faux cristal quand elle était entrée, se présentait maintenant comme un monstrueux diamant de sucre. « Je m'inquiète pour toi, Bevy. Je m'inquiète beaucoup. » Elle se tourna, des mèches de cheveux roux venant flotter à la hauteur de son visage, pour voir son père qui se dirigeait vers elle en trébuchant dans le couloir, portant la porte noire et le camé à tête de mort de la sorcière. Son visage était une chair pâteuse et coulante, avec des yeux noirs d'obsidienne. Ses mains s'ouvraient et se serraient, sa bouche grimaçait un sourire plein d'une ferveur dégoulinante. « Je te battais parce que je voulais te baiser, Bevy. Je ne voulais rien faire d'autre. Je voulais te baiser. Je voulais te bouffer la chatte. Je voulais sucer ton clitoris entre mes dents. Miam, miam, Bevy. Oh, et faire chauffer le four. Je voulais te mettre dans une cage. Sentir ton con pulpeux. Et quand il aurait été pulpeux à souhait, je l'aurais bouffé. Avec un hurlement, elle s'empara du bouton de porte gluant et jaillit sous un porche décoré de pralines et parqueté de gâteaux au chocolat. Loin, très loin, flou comme si elle les voyait à travers de l'eau, passaient des voitures. Une femme revenait de Costello en poussant son chariot d'épicerie. « Il faut que je sorte d'ici, » pensa-t-elle, au bord de l'incohérence. « C'est la réalité à l'extérieur. Si seulement je peux atteindre le trottoir. »« Ça ne te servira à rien de courir, Bevy, » fit la voix de son père, riant. « Nous avons longtemps attendu ce moment. Qu'est-ce qu'on va se marrer? Qu'est-ce que ça va être bon !» Elle regarda de nouveau derrière elle. Son père mort ne portait plus la robe noire de la sorcière, mais la tenue de clown aux gros boutons orange. Il arborait un bonnet à la David Crockett, comme celui du film de Walt Disney. D'une main, il tenait une poignée de ballons, de l'autre, la jambe d'un enfant, comme un pilon de poulet. Sur chacun des ballons figurait cette phrase « Je viens du lointain espace ». « Dis à tes amis que je suis le dernier d'une race qui se meurt », lança-t-il avec un horrible sourire, tandis qu'il chancelait lourdement en descendant les marches du porche derrière elle. « L'unique survivant d'une planète en train de mourir. Je suis venu voler tous les hommes, violer toutes les femmes et apprendre à danser le twist !» Il se lança dans une gigue effrénée, les ballons d'une main, la jambe d'enfant coupée de l'autre.
Le costume de clown ondulait et claquait, mais Beverly ne sentait aucun vent. Elle s'emmêla les jambes et s'effondra sur le trottoir, jetant les mains en avant pour amortir le choc qui se répercuta jusque dans ses épaules. La femme au chariot d'épicerie s'arrêta, lui jeta un coup d'œil dubitatif et repartit d'un pas plus rapide. Le clown s'avança de nouveau vers elle, abandonnant la jambe coupée. Elle atterrit sur le gazon avec un bruit mat indescriptible. Beverly ne resta qu'un instant allongée sur le trottoir, sûre qu'il fallait que quelque part, au-dedans d'elle, elle se réveille rapidement, que tout ça ne pouvait être vrai, qu'elle devait rêver. Elle comprit qu'il n'en était rien juste avant que le doigt à l'ongle crochu du clown ne la touche. C'était bien réel. Il pouvait la tuer, comme il avait tué les enfants. « Les Ménates connaissent ton nom véritable !» hurla-t-elle soudain. Il recula, et il lui sembla que, pendant quelques instants, le sourire qui étirait ses lèvres à l'intérieur du grand sourire peint autour de sa bouche se transformait en une grimace de haine et de douleur, et peut-être également de peur. Peut-être n'avait-elle fait qu'imaginer tout ça, et elle n'avait aucune idée de ce qui l'avait poussée à crier cette absurdité. Au moins cela lui avait-il permis de gagner du temps. Elle était debout, elle courait. Des freins grincèrent, et une voix enrouée, à la fois furieuse et effrayée, lui jeta « Tu pourrais regarder un peu où tu vas, bougre d'idiote !» Il ne lui resta qu'une vague impression du véhicule de livraison qui avait manqué de la renverser quand elle s'était précipitée dans la rue comme un enfant derrière une balle. Et elle se retrouva de l'autre côté, haletante, un point de côté brûlant à la hauteur de la rate. Le véhicule poursuivit sa route. Le clown avait disparu. La jambe sectionnée aussi. La maison était toujours là, mais à présent en ruine et abandonnée. Les fenêtres clouées de planches, les marches conduisant au porche fendues et brisées. Suis-je vraiment rentré là-dedans? Ou bien ai-je rêvé? Mais son jean était sale, sa blouse jaune tachée de poussière, et elle avait du chocolat sur les doigts. Elle les frotta sur les jambes de son pantalon et s'éloigna d'un pas vif, le visage en feu, le dos froid comme de la glace, avec l'impression que ses globes oculaires pulsaient en mesure avec les battements accélérés de son cœur. On ne peut pas battre ça. Quoi que ce soit, nous ne pouvons pas le battre. Ça veut régler un vieux compte. Il peut pas se contenter d'un match nul, à mon avis. Il faut nous barrer d'ici, un point c'est tout. Quelque chose vint effleurer son mollet, aussi délicatement que la patte d'un chat qui vient quémander quelque chose. Elle bondit de côté avec un petit cri, regarda au sol et se rétracta, la main sur la bouche. C'était un ballon, du même jaune que sa blouse. Sur un côté, en lettres d'un bleu électrique, on lisait « Tout juste Auguste ». Sous ses yeux, le ballon poursuivit sa course légère et bondissante dans la rue, emporté par l'agréable brise de printemps.